Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Sans savoir exactement à quand les élections locales en Guinée, les acteurs s'activent tout de même pour s'inspirer de bonnes pratiques. C'est dans ce cadre qu'un atelier d'imprégnation et de croisement d'expérience en matière électorale s'est ouvert ce mercredi à Conakry, organisé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. En partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, la rencontre regroupe autour d'une même table tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. Durant les 3 jours de l'atelier, les participants devront tirer le maximum de profit et de connaissances de l'expérience des autres pays afin d'améliorer la gestion guinéenne des élections. Aboubakar Kondé. Longtemps sollicité par les autorités guinéennes afin d'apporter son expertise dans le domaine électoral, l'Organisation internationale de la francophonie a enfin répondu à la demande de la Guinée, d'où la tenue de cet atelier d'imprégnation et de croisement d'expérience en matière d'organisation des élections. L'OIF a effectivement voulu faire partager à la Guinée les réussites et les échecs des pays frères qui sont notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, de manière à en tirer des enseignements qu'elle pourrait capitaliser, étant donné que l'organisation des élections relève avant tout de la compétence exclusive de l'État. Depuis l'adoption de la loi fondamentale en 1990, toutes les élections organisées en Guinée ont été contestées par les acteurs politiques. Parfois, ce sont des scrutins dont les lendemains enregistrent pertes en vie humaine et dégâts matériels considérables. Tirant donc les leçons de ces douloureux passés, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a jugé utile d'organiser cette rencontre dont l'objectif vise à conjuguer une même voix dans l'organisation de ces élections en Guinée. L'exercice vise l'engagement de toutes les parties prenantes au processus électoral d'aller dans le sens de la convergence de vues vers l'option d'une prise de position commune. Les constats d'imperfection ou de dysfonctionnement relevés à tort ou à raison par les acteurs politiques, la société civile et les représentants de la communauté internationale à l'issue des différents scrutins passés dans notre pays milite en faveur d'une mûre réflexion sur l'amélioration de notre système électoral. Quel que soit l'appui de l'OIF, il revient tout de même aux acteurs nationaux de dégager une vision et de prendre des initiatives, et la communauté internationale n'intervenant qu'en appui des efforts consentis au plan local, a conclu l'envoyé spécial de Michael Jean, secrétaire général de l'OIF. Restons toujours à cet atelier pour dire qu'il a fallu attendre des heures pour que démarrent les travaux. Et pour cause des tractations entre délégués de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition autour du 3e panel inscrit à l'agenda de la rencontre. C'est à l'issue d'une médiation que les protagonistes ont repris place autour de la table. Soir Boubacar. Réunis pour s'inspirer des expériences des autres pays en matière électorale, le 3e panel de l'agenda de cette rencontre a failli tout mettre dans l'eau. Sur ce point, l'opposition pense que le cadre ne s'y prête pas à l'élaboration du schéma directeur pour les prochaines élections. Nous sommes d'accord sur ce programme jusqu'au niveau du panel 2. Donc nous estimons que le panel soit et surtout les travaux pratiques qui mettent en œuvre le travail des groupes de travail pourrait tout simplement être éliminé du programme. Du côté de la mouvance présidentielle représentée par Honorable Amadou Damaro Camara, on estime que le camp adverse a fait une mauvaise lecture du 3e point. Ce que nous avons comme série, on le conteste. Ce qu'on nous propose est pire que ce qui existe. Donc nous avons encore un devoir de rechercher. Donc écoutons comment ça se passe ailleurs. Peut-être ça va nous permettre de trouver des meilleures voies. De discussion en discussion, le ministre de l'Administration du Territoire se voit obligé d'apporter une mise au point avant même son heure de prise de parole. Le panel 3, qui parle d'adaptabilité du système mixte et qui fait couler trop d'encre, nous allons l'enlever dans l'agenda, mais il reviendra forcément dans les débats. Parce qu'il s'agit d'un modèle qui est utilisé ailleurs et nous sommes à l'écoute de tous les modèles dans la sous-région. Apparemment, cette explication du ministre ne convainc pas la délégation de l'opposition.
Elle décide de se retirer pour une concertation à huis clos. Quelques instants après, le porte-parole annonce. Nous sommes donc désolés de ne pas pouvoir prendre part à cet atelier. Nous nous en excusons beaucoup. Nous pensons que cela ne peut pas affecter de toute façon le dialogue qui est en cours au niveau notamment du comité de suivi et aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit tout simplement d'un atelier. Et là, les négociations dans la salle sont entamées. Chacun fait de son mieux et sous un regard attentif des représentants de la communauté internationale. Le pari est réussi, l'opposition retourne autour de la table, autour de la mouvance de s'enflammer. Si on change, nous aussi on sort. Peut-être qu'on va commencer demain. Non, si on change, nous aussi on sort. C'est dans ce va-et-vient entre les deux tendances que les participants ont banalement perdu plus de 2 heures de temps. La Direction générale des douanes a initié ce mercredi une rencontre d'échange et de partage avec les opérateurs économiques guinéens. C'est une rencontre qui vise à améliorer le circuit du commerce et l'enlèvement rapide des produits d'importation pour permettre leur écoulement sans risque. Moussa Sefa Kamara. Faire comprendre aux opérateurs économiques la procédure douanière liée à l'enlèvement des marchandises et la déclaration exacte des produits d'importation. Voilà l'objectif de cette rencontre entre la Direction nationale des douanes avec les acteurs du secteur tertiaire. Cette rencontre a aussi permis aux parties prenantes d'exposer les difficultés et d'apporter quelques précisions sur certains points dans les transactions douanières. Les opérateurs se disent comblés et bien éclairés sur les procédures. Aujourd'hui, nous avons été très bien outillés par rapport à la nouvelle procédure qui a été simplifiée. Et le programme de vérification des importations qui était géré par Veritas a été mise de côté. Donc aujourd'hui, l'administration douanière a voulu simplifier la procédure. Et nous, en tant qu'acteurs de ce secteur-là, je pense que nous pouvons que nous en féliciter. Et nous félicitons aussi l'administration douanière pour toutes les réformes qu'ils sont en train de mettre en place en vue de la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant, comme ils le disent, entre les opérateurs économiques que nous sommes, les industriels que nous sommes et l'administration douanière. Parlant du programme de vérification des importations qui était jusque-là confié à des sociétés privées, cette tâche revient désormais au service des douanes. Donc à partir du moment où c'est la douane qui doit désormais déterminer la valeur et l'espèce de la marchandise, il y a une nouvelle procédure qui s'est engagée. Donc c'est cette procédure que nous devons d'expliquer à nos partenaires, que sont les opérateurs économiques. Je crois que l'objectif, c'est non seulement ça, mais c'est aussi de revenir sur un des piliers de notre plan d'action. Il s'agit du partenariat douane-entreprise, qui est l'un des piliers essentiels du plan d'action de notre réforme. Pour le ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya invite les opérateurs économiques à entretenir une franche collaboration avec les douaniers pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'on leur demande, c'est de nous aider à avoir les vrais prix, les vraies valeurs des biens. Ça, c'est absolument important pour nous permettre de prendre les décisions qui soient favorables mutuellement. À eux et à nous. Parce qu'à défaut d'avoir de vraies déclarations et à défaut de fausses déclarations, cela a des conséquences. Une autre rencontre est prévue le 28 juillet prochain entre les deux parties afin de mieux solidifier les relations de travail. Depuis un certain temps, les ménages de Conakry manquent de plus en plus de courant électrique à cause de multiples délestages. Pour justement remédier à cette situation, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a effectué ce mercredi une visite surprise sur les installations de la centrale de l'EDG de Kaloum. Après un tour de terrain, Cheikh Talibi Silla s'est entretenu avec les cadres et techniciens de l'EDG. Oumar Sow était de la partie. Le courant électrique, une denrée très sollicitée par la population guinéenne. Mais la société chargée de la distribution de l'électricité dit se trouver confrontée à d'énormes difficultés. Pour preuve, les citoyens se plaignent au jour le jour du manque de courant électrique dans les ménages avec des coupures intempestives les quelques rares fois que les maisons sont éclairées. D'après l'administrateur général de l'électricité de Guinée, ces perturbations sont consécutives aux grandes pluies qui ont causé des dégâts sur le réseau de moyenne tension et celui du transport. Le réseau, actuellement, il y a une partie réhabilitée et une partie qui n'est pas réhabilitée. La partie non réhabilitée, ça veut dire des défauts qui arrivent régulièrement lorsque les conditions climatiques se dégradent et lorsque le réseau est mal protégé. Vous savez que
un réseau mal protégé, vous avez des transports qui peuvent être avariés régulièrement parce qu'ils sont mal protégés, et ainsi de suite. Donc tout ça crée des perturbations sur le réseau. Une crise qui interpelle le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. C'est dans cette dynamique que Cheikh Talibi Silla s'est rendu sous surprise sur les installations de la centrale de l'EDG de Kaloum. Accompagné des cadres et techniciens, le ministre a fait le tour des installations thermiques. Une visite qui s'est soldée par un entretien qui a duré plus de 3 heures. Des échanges qui ont permis de déceler les problèmes qui entravent la fourniture du courant électrique. La population doit s'attendre à une amélioration les jours à venir parce que 2 problèmes se sont distingués dans les discussions ouvertes qu'on a eues avec les exploitants. Il y a le problème de production d'énergie et il y a le problème du réseau. Le réseau, la ligne de transport d'électricité, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Le vandalisme que subissent ces lignes-là sur les cornières qui sont volées, sur les câbles de la mise à terre qui sont également volés, tout ça, ça affaiblit le transport d'énergie. Pour l'amélioration de la desserte en matière de courant électrique, le ministre entend prendre des dispositions avec l'entreprise exécutante, et cela avec la fourniture du carburant comme il le faut. La maintenance également au niveau des producteurs indépendants et le paiement des factures dues à ces fournisseurs font aussi partie des préoccupations du ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Voilà, la Guinée abrite du 23 au 26 octobre prochain la 9e édition du Forum régional côtier et marin en Afrique de l'Ouest. En prélude de cette rencontre, une réunion préparatoire a regroupé autour du président du PRSM ce mercredi des acteurs de la société civile guinéenne. Les 2 parties ont non seulement échangé autour du forum, mais aussi d'un possible partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Diao Bachir. Le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime en Afrique de l'Ouest, une organisation qui regroupe 7 pays du littoral, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et notre pays, la Guinée. La structure tiendra la 9e édition de son forum dans notre pays au mois d'octobre prochain sous le thème « Investissons dans la résilience côtière pour un avenir prospère en Afrique de l'Ouest ». Ahmed Senouri est le directeur du PRSM. Il revient sur les objectifs de ce forum. Promouvoir l'échange d'expériences, c'est l'identification des enjeux de conservation, des enjeux de protection de la zone côtière et marine des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'identification de solutions proposées par les acteurs, la capitalisation, c'est promouvoir la concertation, promouvoir la valorisation du patrimoine naturel donc guinéen, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. En abritant la 9e édition de ce forum, la Guinée, en plus de tirer de l'expérience des autres pays membres de l'organisation, bénéficie d'une grande visibilité. Abriter une rencontre, c'est toujours une chance d'être le pays en avant, c'est-à-dire que la Guinée sera visible au niveau international, la Guinée pourra supporter, disons, les autres pays qui arrivent et qui partagent les mêmes préoccupations que nous. Supporter veut dire évidemment partager des soucis, partager des idées, partager disons, des initiatives. Et ce que la Guinée gagne dans cela, c'est tout simplement des avancées en matière de politique, de stratégie, de planification de la conservation de la zone côtière et marine. Déjà, les organisations de la société civile guinéenne affûtent leurs armes pour assurer une participation active à ce forum. C'est le cas de la Fédération nationale des organisations de la pêche artisanale et activités annexes. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes tous conscients que les filets qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui sont des filets prohibés. Donc, c'est de prendre conscience et pour que le gouvernement puisse s'impliquer à l'introduction de faire venir ces filets au marché guinéen. Ce forum de Conakry connaîtra la participation de 250 personnes, dont 200 de l'étranger et 100 de la Guinée. Et pour participer, les inscriptions se feront sur le site de l'organisation. Environnement toujours, pour parler d'un défi majeur pour la Guinée dans ce domaine. Il s'agit de l'inventaire national des ressources forestières et fauniques du pays.
Face à l'état de dégradation très poussé de l'environnement et du déséquilibre de l'écosystème, la Commission des ressources naturelles de l'environnement et du développement durable à l'Assemblée nationale déplore l'absence d'études statistiques pour répertorier les ressources menacées du pays. Aïssata Fofana. Face à l'occupation anarchique des domaines publics maritimes, la coupe abusive du bois, les feux de brousse, l'exploitation industrielle à grande échelle des ressources forestières, les activités minières, la disparition progressive des mangroves, cours d'eau et têtes de source, la Commission des ressources naturelles de l'environnement et du développement rural se dit inquiète et tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle appelle catastrophe environnementale. Le premier magistrat du pays doit être le premier devant pour que les Guinéens comprennent que nous sommes en danger. Nos cours d'eau disparaissent, nos forêts disparaissent, les sociétés minières détruisent notre environnement, les terres agricoles disparaissent, l'ensablement des cours d'eau, vous voyez le fleuve Niger aujourd'hui, vous voyez les autres fleuves complètement dégradés, ensablés. Donc il y a un problème qui est là, on est menacé. Si ces facteurs constituent les principaux problèmes de l'environnement guinéen, un autre et non des moindres handicape les efforts du ministère en charge de l'environnement. C'est le manque d'inventaire pour répertorier ces milliers d'hectares de forêts fortes et classées, des espèces animales et végétales en voie de disparition. Pour l'honorable docteur Alpha Amadou Baldé, c'est un défi majeur pour le pays. Il y a des forêts classées en Moyenne-Guinée, il y en a en Basse-Guinée, il y en a en Haute-Guinée, sur les papiers, mais sur le terrain, il n'y a pas l'inventaire. Le ministère de l'Environnement n'a pas un inventaire national des ressources forestières. Ce ministère manque, il y a un manque criard de ressources financières et de ressources matérielles permettant de réaliser un inventaire national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Sierra Leone connaît parfaitement bien les ressources naturelles qu'elle dispose. Dans cette quête de protection et de préservation des ressources fauniques et forestières de la Guinée, un code forestier a été adopté le 24 avril dernier à l'hémicycle. Il aura pour mission de dissuader tout contrevenant qui s'hasarderait à brader ou à dégrader ces ressources menacées. Le médiateur de la République était en visite ce mercredi dans les locaux du gouvernorat de la ville de Conakry. Il a été question pour le général Fassine Touré lors de cette visite d'expliquer au cadre du conseil de ville le rôle et la mission dévolue à son institution. Sa rencontre a mobilisé les administrateurs de la région de Conakry, notamment les maires des 5 communes de la capitale. Sa'alou Yambouno. Bien qu'il existe depuis plusieurs années en Guinée, le médiateur de la République reste encore l'une des institutions les moins connues pour ne pas dire méconnues dans le pays. Depuis quelque temps, le médiateur de la République procède à une campagne d'information sur le fonctionnement de la dite institution. Après donc plusieurs autres départements du pays, le général Fassine Touré était ce jeudi avec les travailleurs de la ville de Conakry dans le but de rappeler aux uns et aux autres les missions dévolues à un médiateur de la République. La première mission qui consiste à essayer de trouver par la médiation les solutions qui peuvent donner à des conflits qui peuvent se diriger entre les différentes administrations de l'État qui seraient en conflit avec les agents de service public, donc les citoyens. C'est ça le premier rôle du médiateur. Le second, ça il ne peut l'exercer que lorsqu'il est requis par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale ou des présidents des institutions qualifiées d'institutions de la République pour intervenir dans les activités de conciliation dans les conflits qui peuvent se faire entre différentes administrations publiques et les forces sociales, voire politiques à ce niveau-là. Devant un parterre d'administrateurs déconcentrés du Conakry, général Fassine Touré explique que la Guinée est en décadence, les valeurs sociales étant effritées. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, il est nécessaire pour les Guinéens de parler d'une même voix et de se détourner de toute considération pouvant freiner la quiétude sociale. Ensemble, cherchons ce qui peut nous mettre ensemble, une plateforme commune des enfants de la Guinée. On laisse tout le reste dans des considérations certainement utiles, mais dont on n'a pas besoin pour le moment. Au sortir de cette rencontre, le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura, se félicite des échanges qu'il trouve riches en contenu. Il faut comprendre
demande que nous sortons avec un sentiment de satisfaction. Parce que jusqu'hier, malgré ce que nous occupons aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, même moi qui suis en face de vous, ne savait pas réellement jusqu'où partaient les pouvoirs des médiateurs. L'enseignement que nous tirons de ça, c'est que la population de Conakry saura maintenant le rôle que joue un médiateur au niveau des pays. Le médiateur de la République est une institution indépendante et dont les services sont gratuits, a rappelé le général Fassine Touré. La jeunesse et la politique. Aujourd'hui en Guinée, nombreux sont des jeunes qui s'engagent en politique. Pour cette couche, leur engagement politique exprime en quelque sorte leur volonté d'être eux aussi associés à l'édification de la nation tout en apprêtant auprès des aînés. Mais la désolation pour beaucoup, c'est le fait que les partis politiques en Guinée soient d'une forte fondation ethnique ou communautaire. Alcine Diallo a interrogé certains, écoutez leur réaction. C'est un secret de polichinelle de dire que les jeunes constituent de nos jours le socle de partis politiques en Guinée et la plupart se retrouvent dans le cercle restreint des décisions. Il y en a d'autres aussi, même loin du cercle, militent avec conviction sans considération aucune. C'est le cas de ces nombreux auditeurs des émissions interactives comme Alpha Kabine Kouyaté du RPG Arc-en-Ciel, Mamad Sirajou Diallo de l'UFDG et Ismaël Kalissa de l'UFR. Cette affluence des jeunes est une très bonne chose dans la mesure où nous sommes les futurs de demain. Et nous devons nous intéresser à la politique. Vous venez tout de suite de suivre les élections en France où c'est un jeune de 39 ans, Emmanuel Macron, qui a raflé la vedette à ces anciens qui étaient là. Je me suis engagé parce qu'on ne peut faire changer, en tout cas, la situation des Guinéens qu'en faisant la politique. Parce que seuls les partis politiques sont habilités à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Selon des statistiques du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le pays compte aujourd'hui plus de 120 formations politiques et tous ou presque sont fondés sur des bases ethniques ou communautaires. Pour ces jeunes, cela ne devait pas être le créneau d'un parti qui se veut national. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est pas de mon communauté, mais aujourd'hui, je suis condamné de vivre son gouvernance, que je aime ou que j'aime ou pas. C'est mon président que je veux ou pas. Alpha Condé est mon président. Aujourd'hui, s'il fait souffrir les Guinéens, je vais souffrir parce que je suis un Guinéen. Donc, nous devons voir d'abord l'intérêt général, parce que c'est ce qui doit primer sur l'intérêt individuel. Moi, c'est mon seul le plus ardent. Nous devons nous débarrasser un peu de cet art, dire que c'est la communauté, l'ethnie qui doit pousser, mais plutôt le programme de société, de candidats qui doit nous amener à nous intéresser à la politique. Pour ces jeunes militants et sympathisants des partis politiques, le combat de la nouvelle génération doit plutôt être pour celui de vivre ensemble et le mieux-être du Guinéen. C'est pourquoi Mamadou Sirajou Diallo lance un appel à la jeunesse des partis politiques. J'interpelle la jeunesse guinéenne de militer dans les partis politiques avec conviction et à ne pas venir dans les partis politiques surtout pour chercher l'argent ou bien le fait que le leader vienne d'une même région que. C'est pas ça l'essentiel. C'est la Guinée d'abord. Nous devons voir la Guinée parce que c'est ce qu'on a en commun. Les jeunes pensent-ils la même chose que les anciens? Rien ne semble quand même sûr. Conakry, autrefois perle de l'Afrique de l'Ouest, ne semble plus présenter la même image, loin s'en faut d'ailleurs. Plutôt, de nos jours, la capitale guinéenne devient de plus en plus la ville la plus sale. Dans la commune de Kaloum, par exemple, où sont concentrées les plus grandes affaires, notamment de l'administration, la presqu'île offre une image de moins en moins reluisante. Au palais du peuple, c'est l'insalubrité qui y fait sa loi. Le constat avec Sira Fofana. Situé en bordure de mer à la rentrée de Kaloum, à Tombo, le Palais du Peuple est un édifice public qui abrite en son sein le Parlement guinéen, mais aussi sert de cadre aux différentes rencontres socio-professionnelles du pays. Mais aujourd'hui, son image est égratignée avec les eaux stagnantes, herbes hautes et les ordures qui jonchent à même le sol. Pour expliquer cet état de fait, l'administrateur général Mori Diabaté reconnaît les difficultés pour son entretien. Le problème qui nous préoccupe ici au Palais du Peuple aujourd'hui, c'est l'assainissement de tout l'environnement du Palais du Peuple. Donc, parce que c'est un lieu public, c'est trop fréquenté, donc ça doit être propre. L'entretien ne doit pas faire défaut. Le tuyau principal qui quitte du côté du président de l'Assemblée pour venir tomber dans le caniveau ici,
c'est ce tuyau qui est cassé dans le sol. Mais autre réalité, c'est ici où les ouvriers sont à pied d'œuvre pour avoir un environnement sain pour permettre aux travailleurs de rester dans de bonnes conditions sanitaires. Et le hic est qu'aucun budget n'est alloué pour le moment à ce département qui n'évolue que sur fonds événementiels, a déploré l'administrateur général. Je n'ai pas de budget de fonctionnement. On ne m'accorde pas de budget. Mais ça a un coût. On m'a promis cette année, sûrement j'en aurai. Ça va me permettre d'avancer encore plus profondément. Les événements qui se passent ici, les recettes qui rentrent, on envoie une partie au trésor, l'autre partie on traite le bâtiment avec ça. Le Palais du Peuple, ce bâtiment vieux de 50 ans, est construit sur une superficie de 24 500 mètres carrés, a besoin de rénovation pour maintenir une image digne à l'instar des autres édifices de la sous-région. En interactualité, le parquet en France antiterroriste a ouvert une enquête après l'agression hier d'un policier avec marteau sur le parvis Notre-Dame. L'assaillant, un étudiant de 40 ans qui avait prêté allégeance à l'État islamique, a été filmé par des vidéos des caméras de surveillance. Suivez. À l'intérieur de l'édifice, les appels au calme semblent efficaces. Il est près de 17h hier après-midi et les fidèles et touristes cloîtrés contre leur gré dans Notre-Dame, cernés de policiers, ne cèdent pas à la panique. Ça a été extrêmement rapide puisque l'attaque a eu lieu à 16h20. À 16h20 et quelques secondes, la cathédrale était fermée. Voilà, nous avons attendu les ordres de la préfecture de police qui nous a transmis de façon extrêmement rapide les informations. Nous avons tenu les gens à l'intérieur, tenu à informer les gens à l'intérieur. Tout s'est passé vraiment dans le calme. Tout le contraire de ce qui se passe au même moment sur le parvis. 20 millions de visiteurs y passent chaque année, plusieurs milliers hier après-midi. Des témoins ont vu un homme attaquer un policier avec un marteau. On était dans la panique, oui. On a vu le monsieur, le forcené. Je ne sais pas comment on peut l'appeler à ce jour. C'est un forcené, un terroriste, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on l'a vu à ce moment-là, oui. Et à ce moment-là, on a commencé à courir. L'assaillant gît au sol. Les policiers ont riposté, il est blessé au thorax. Farid I est un étudiant de 40 ans inscrit à Metz, mais parti pour Paris après la mutation de son directeur de thèse, lequel s'est étonné d'ailleurs de son silence depuis le mois de novembre dernier. Farid était décrit comme un étudiant modèle, porté par des valeurs démocratiques, aucun signe, selon ceux qui l'ont approché, d'une adhésion excessive à des idées obscures. Reste qu'une perquisition menée dans la cité universitaire où résidait l'assaillant confirme ce qui devait encore l'être, le rattachement de l'étudiant algérien au groupe terroriste État islamique. Le groupe État islamique revendique la double attaque à Téhéran et dans sa région. Ce matin, deux lieux hautement symboliques ont été pris d'assaut, le Parlement et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Les médias iraniens parlent d'au moins 12 morts et 39 blessés. Suivez. Un important cordon de sécurité ceinture la zone autour du Parlement iranien. La police tente d'évacuer les passants. Je me rendais à l'hôpital, puis j'ai entendu des coups de feu et tout s'est accéléré. Les forces de sécurité sont arrivées et ont bloqué les rues. Plusieurs hommes lourdement armés ont pris d'assaut mercredi matin l'imposant bâtiment. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux par l'agence de presse Tasnim montre l'un d'entre eux à l'une des fenêtres. Pendant ce temps, la télévision d'État diffuse la session parlementaire toujours en cours. La police nous a dit que 5 personnes sont entrées à l'intérieur du Parlement et qu'elles ont commencé à tirer. Le nombre d'assaillants reste encore incertain. Alors que les forces spéciales réussissent à investir le bâtiment, l'un des terroristes se fait exploser. Au même moment quasiment, à une vingtaine de kilomètres, le mausolée de l'imam Khomeini, père fondateur de la République islamique, est lui aussi attaqué. Un ou deux kamikazes dont une femme aurait déclenché leur ceinture d'explosifs selon les médias iraniens. 12 morts au moins, 2 attentats visant 2 sites hautement symboliques que l'islamique n'a tardé à revendiquer. Le groupe État islamique, qui avait multiplié les menaces depuis le début de l'année à l'égard de l'Iran, engagé en première ligne en Irak comme en Syrie, contre l'organisation terroriste sunnite. Et pour terminer, c'est la première fois qu'il s'exprime sur le sujet. Recep Tayyip Erdogan
prend ouvertement la défense du Qatar accusé de soutien aux terroristes. Le président turc demande que toutes les sanctions prises par l'Arabie Saoudite et ses alliés soient levées. À Doha, les supermarchés ont été pris d'assaut. Suivez. 2 jours après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques de plusieurs États du Golfe avec le Qatar, la crise n'est pas retombée. Et première conséquence visible, la ruée sur les produits alimentaires à Doha, des camions bloqués à la frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite, des avions cloués sur le tarmac. Le Qatar vit sous blocus. Sur le plan diplomatique, les chancelleries s'activent et l'affaire dépasse maintenant la région du Golfe. Des tentatives de médiation sont en cours. L'émir du Koweït s'implique. Donald Trump tergiverse avant de prôner l'apaisement. Recep Tayyip Erdogan tranche. Essayer d'isoler le Qatar, qui conduit manifestement un combat efficace contre le terrorisme, ne permettra pas de résoudre le moindre problème. Nous faisons et nous ferons tout ce que nous pouvons pour résoudre cette crise. J'espère que toutes les sanctions contre le Qatar vont être levées le plus vite possible, car je considère que classer le Qatar parmi les soutiens terrorisme est une accusation grave. Mais pour les Saoudiens, le Qatar doit changer de politique. Soutien à des groupes extrémistes, ingérence dans les affaires de pays étrangers, la liste des reproches est longue. Mais en toile de fond s'insinue aussi la question des relations avec l'Iran, rival des Saoudiens, mais proche du Qatar. L'Iran est une force d'instabilité, une force de chaos. Le soutien de l'Iran au terrorisme ne peut pas durer. C'est pourquoi l'Iran est désigné comme le sponsor numéro 1 du terrorisme dans le monde. Nous croyons que toute relation avec l'Iran ou toute proximité avec l'Iran aura des conséquences très négatives. Pas de quoi apaiser et relancer le dialogue. De leur côté, les Émirats arabes unis ont annoncé que tout internaute qui afficherait de la sympathie pour le Qatar encourrait une lourde peine de prison. Retrouvez cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Merci, mesdames, messieurs, pour cette fidélité et au revoir.